Salut à tous. Le CBD ou cannabidiol, on en entend parler partout, n'est-ce pas? On le présente souvent comme la solution miracle contre la douleur. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la science nous dit une fois qu'on a mis de côté tout le marketing? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble en se basant uniquement sur les données scientifiques. Alors, face à cette popularité immense, la question est simple. Est-ce que c'est un espoir réellement fondé ou est-ce que c'est surtout un excellent coup de communication? Pour le découvrir, on va plonger directement dans ce que disent les études. Notre objectif pour les minutes qui viennent est très clair. On va analyser les données de manière neutre. On va faire le tri et une distinction très nette entre ce qui est vraiment observé dans les études, ce qui est pour l'instant juste supposé, et puis tout ce qui reste encore très incertain. Ici, pas de blabla commercial, juste les faits. Parfait, on entre dans le vif du sujet. Avant même de regarder les résultats sur les patients, la toute première question à se poser, c'est comment le CBD est-il censé agir? Quelle est la théorie scientifique derrière tout ça? Et là, c'est assez fascinant parce qu'il y a deux grandes pistes explorées par les chercheurs. La première, c'est que le CBD pourrait interagir avec ce qu'on appelle notre système endocannabinoïde. C'est un peu le chef d'orchestre interne de notre corps pour réguler des choses comme la douleur ou le sommeil. La deuxième piste, c'est son potentiel effet anti-inflammatoire et sa capacité à moduler la façon dont notre cerveau perçoit les signaux de douleur. Mais attention, et ça c'est un point absolument crucial pour la suite. Ces mécanismes, aussi prometteurs soient-ils, sont pour l'instant surtout observés en laboratoire, sur des cellules ou sur des animaux. Leur confirmation et leur importance réelle chez l'être humain, c'est encore à l'étude. Il faut vraiment garder cette nuance en tête. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Les études cliniques, le verdict du terrain. Et autant le dire tout de suite, les résultats sont bien souvent beaucoup plus modestes que ce que les publicités pourraient nous faire croire. Et pour illustrer ça, rien de mieux que cette citation de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Elle résume parfaitement la situation. Oui, des effets sont bien confirmés, mais le mot-clé ici, c'est très modeste. Et en plus, c'est pour un type de douleur bien spécifique, les douleurs neuropathiques. Alors, c'est quoi exactement une douleur neuropathique? Eh bien, c'est une douleur qui vient directement d'une lésion du système nerveux. Ça peut être par exemple des douleurs qui persistent après un zona ou certaines douleurs liées au diabète. Et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on a le plus de données scientifiques. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne cet effet modeste? Une grande analyse de référence, la revue Cochrane, nous donne un chiffre assez parlant. Pour ces douleurs neuropathiques, sur 20 personnes traitées, une seule verra sa douleur réduite de moitié. Alors oui, c'est un résultat qui existe, mais on voit bien que l'ampleur de l'effet reste limitée. Et pour les autres types de douleurs alors? Eh bien là, ça se complique. Ce graphique le montre très bien. Si pour les douleurs neuropathiques, le niveau de preuve est qualifié de faible à modéré, dès qu'on passe à l'arthrite ou aux migraines, ça tombe à très faible, voire non concluant. L'efficacité n'est donc clairement pas la même pour tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas juste à un chiffre sur une échelle de douleur. Et ça, c'est une nuance vraiment essentielle. Beaucoup de personnes rapportent une réelle amélioration de leur qualité de vie globale. Elles se sentent moins anxieuses, elles dorment mieux, même si leur score de douleur pure et dure, lui, ne baisse que légèrement. Ce ressenti global, c'est une pièce très importante du puzzle. Ce tableau nous donne une bonne vue d'ensemble. On voit bien que les douleurs neuropathiques sortent du lot avec un effet modeste mais documenté. Pour les autres, comme les rhumatismes, les migraines ou l'endométriose, les preuves sont pour l'instant soit trop fragiles, soit carrément inexistantes. Tout ça nous amène à une question logique. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines personnes semblent en tirer un bénéfice et d'autres absolument rien? Eh bien, bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'équation personnelle. Qu'est-ce qui entre en jeu dans cette équation? Il y a 3 facteurs principaux. D'abord, notre propre biologie, notre métabolisme, la sensibilité de nos récepteurs, tout ça c'est unique à chacun. Ensuite, le produit lui-même. Un isolat de CBD pur, ce n'est pas la même chose qu'une huile à spectre complet. Et enfin, la dose. Il n'y a pas de dosage universel. La seule règle d'or, c'est commencer bas et augmenter doucement. Ok, maintenant il faut qu'on aborde un sujet capital, et souvent un peu sous-estimé, les risques. Il faut bien comprendre que le CBD n'est pas une substance inerte, comme de l'eau. C'est un composé actif qui agit sur l'organisme, et qui dit composé actif dit forcément précaution. Alors, de quels effets indésirables parle-t-on? Le plus souvent, il s'agit de choses assez légères. Un peu de somnolence, des vertiges, quelques troubles digestifs. La plupart du temps, c'est temporaire et pas très intense. Mais ça existe et il faut le savoir, même si les cas vraiment graves restent rares. Et ce graphique, il illustre parfaitement le risque le plus sérieux, les interactions avec d'autres médicaments. C'est un cas clinique réel, alors regardez bien.
La ligne verte, c'est la dose de CBD qu'on augmente. La ligne orange, c'est la dose d'un anticoagulant. Regardez comment les médecins ont dû activement baisser la dose de l'anticoagulant pour éviter que sa concentration dans le sang n'explose, ce qui aurait pu être très dangereux. C'est incroyablement parlant. Le CBD peut donc perturber l'action de pas mal de médicaments, des antiépileptiques, des anticoagulants, des immunosuppresseurs et même certains traitements contre la douleur comme la méthadone. Le message ici est donc limpide et il ne souffre d'aucune exception. Si on suit un traitement médical, on ne prend jamais de CBD sans en avoir parlé avant à son médecin ou à son pharmacien. C'est non négociable. Bon, on arrive au bout de cette analyse factuelle. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision d'ensemble, une vision claire et sans fioritures. Ce tableau final, c'est un peu le résumé du match. D'un côté, ce qui est observé, un effet modeste sur la douleur neuropathique, une amélioration de la qualité de vie et des effets secondaires bien réels. Au milieu, ce qui est supposé, des mécanismes d'action qui semblent logiques mais qui ne sont pas encore prouvés chez l'humain. Et enfin, ce qui reste incertain, l'efficacité pour la majorité des douleurs et les doses optimales à utiliser. La conclusion de tout ça, c'est donc que non, le CBD n'est pas un remède miracle. C'est un composé pharmacologiquement actif qui a un potentiel thérapeutique pour certains types de douleurs, mais c'est un potentiel qui est toujours en cours d'évaluation par la science. Alors, au final, est-ce que le CBD est un outil utile dans la lutte contre la douleur ? La réponse la plus honnête aujourd'hui, c'est peut-être pour certaines personnes, dans certaines conditions, et toujours avec prudence. L'histoire scientifique du CBD est encore en train de s'écrire. Merci de nous avoir suivis.